Tout de suite, le JT. Très ravi de vous retrouver sur la chaîne citoyenne. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à cette édition de l'actualité. À l'entame de cette édition, à Pala, dans le Mayo-Kébi-Ouest, lors d'une opération menée par les forces de l'ordre et de la sécurité, 2 otages ont été libérés et les ravisseurs ont pris fuite. Retrouvons notre correspondant Dieudonné Barnabas pour plus de précisions. C'est une opération réussie que le délégué général du gouvernement auprès de la province du Mayo-Kébi-Ouest, Abdelmanan Katab, présentait à la presse les 2 otages libérés lors d'une intervention d'éclair dans la forêt de Nanaï. Libres, sains et saufs, mais aussi des impressionnants arsenals abandonnés par les malfrats par leur fuite précipitée. Je suis satisfait de la libération de ces 2 otages, de pères de famille. Si n'était pas hier la promptitude et le professionnalisme de ces forces de défense, de nos forces de défense et sécurité, je crois que ces personnes seront en danger. Mais là, on a fait tout pour les libérer. Maintenant, ils sont là, ils vont repartir dans leur village et retrouver leur famille. Une déclaration forte du représentant de l'État qui souligne le succès de cette intervention. Parmi les butins saisis, des provisions, couchages et des équipements de communication. La preuve que ces ravisseurs étaient lourdement armés et parfaitement équipés. Ils ont fait déplacer avec nous. Arrivé derrière le village de Kouta, les 4 ont pris garde devant nous et les 4 ont parti chercher mon déjà. Ils sont venus nous fermer. On a marché à quelques kilomètres entrés dans la forêt. Ils disent comme ils sont déjà fatigués, il faut qu'on se repose un peu. Ils ont enlevé les chaînes là de notre bras et refermé aux pieds. Nous fait renverser contre un tronc d'arbre, ils ont fermé nos pieds là. Nous fait coucher. Un récit poignant qui rappelle les conditions de détention inhumaines subies par les otages. Cependant, l'intervention rapide a évité le pire. Pour les 2 chefs de village de Travaux et Kuala, c'est le retour à la liberté. Sur le terrain, des patrouilles se poursuivent. La collaboration entre la population et les forces de sécurité reste la clé de voûte de cette lutte sans merci contre le banditisme. La page de société de cette édition. À présent, la ville d'Abéché, chef-lieu de la province du Ouaddaï, est frappée par la pénurie de carburant qui plonge donc la population dans une situation intenable. Les stations quasiment fermées ou prises d'assaut par les détenteurs d'engins qui doivent faire la queue sous un soleil ardent afin d'espérer se procurer de quelques litres d'essence. Suivez donc à ce sujet le reportage de Mistingar Victor depuis Abéché. La ville d'Abéché connaît une grave pénurie de carburant depuis plusieurs mois. De longues files se forment devant les rares stations-service encore approvisionnées. Les courageux patientent dans la queue et les plus pressés se tournent vers la vente à la sauvette. Là encore, ils doivent faire face à une flambée des prix. Les causes possibles selon certains citoyens incluent des problèmes logistiques dans la chaîne d'approvisionnement et des pratiques spéculatives. La situation est critique avec des conséquences directes sur le coût du transport et les denrées de base. Le prix officiel à la pompe s'élève désormais à 750 francs le litre. Mais face à la rareté de ce produit de première nécessité, beaucoup se tournent vers la vente illicite où le litre atteint parfois 1500 francs CFA le litre ou 2500 francs le bidon d'1,5 litre, soit le double du prix normal. C'est le ras-le-bol chez les détenteurs d'engins à 2, 3 ou 4 roues de la ville d'Abéché. Voilà l'essence. Nous ne savons pas l'origine de cette pénurie. Nous avons de la peine à avoir de l'essence. Nous ne comprenons pas si les citernes ne viennent pas à Abéché ou les gens les portent vers ailleurs. Aujourd'hui, j'ai pris l'essence à 2500 d'un côté et de l'autre côté à 2250. Que peut-on espérer en retour?
Depuis le matin, nous souffrons à cause de l'essence. Il y a au trop 2 stations approvisionnées. Dans ces conditions, comment peut-on satisfaire les clients? Une situation qui impacte directement le quotidien des Abéchois qui ne savent plus à quel sein se vouer. Les prix des transports en commun ont grimpé, compliquant davantage la vie à la population qui tire déjà le diable par la queue. Les boutiques qui se trouvent aux abords des stations-service, elles aussi, connaissent des méventes parce que le stationnement des tricycles appelé localement Raksha bloque le passage aux clients, chose que déplore Senoussi, un boutiquier. Ils ferment l'espace devant nos boutiques tout le temps. Ils passent même la nuit ici, nous empêchant de vendre nos marchandises. Depuis lors, on reste toute la journée sans vendre. Le jour où ils nous libèrent l'espace, on peut faire le marché de 50 000 francs en journée. Nous sommes allés nous plaindre auprès du propriétaire des stations et nous trouver une solution. Mais rien. Nous nous sommes plaints devant les autorités municipales, mais aucune solution. Alors que les autorités annoncent des efforts pour établir l'approvisionnement régulier de carburant, la population de la ville d'Abéché et ses environs reste dans l'attente. En attendant, la galère quotidienne se poursuit au pas des files interminables devant les stations-service. Cette crise du carburant à Abéché illustre une réalité qui va bien au-delà de l'or noir. Elle met à l'épreuve la résilience des Abéchois et questionne la capacité des structures en place à répondre aux besoins essentiels de la population. Mistangar Victor, depuis Abéché, l'utilisation du numérique dans une approche de gouvernance participative devient de plus en plus inspirante en milieu jeune. Il favorise à autonomiser et simplifier les tâches quotidiennes. La technologie dégage une potentialité énorme dans l'éveil de conscience et la participation citoyenne. Alphonsine Madilem nous fait le point. Reconnu comme un outil puissant et incontournable dans les tendances, le numérique entre désormais dans les habitudes et devient une méthode de transformation et de la reconstruction mentale et sociale. Consciente de ces enjeux, la jeunesse tchadienne envisage des actions urgentes en vue de promouvoir les bonnes pratiques. Les outils numériques sont un véritable laboratoire des compétences, engageant la passion et la participation citoyenne, visant une gouvernance participative et responsable. Aujourd'hui, ces plateformes renforcent les compétences des jeunes en matière de la prise de conscience de la démocratie et suscitent le goût de la citoyenneté dans les politiques publiques. Elles permettent de capitaliser les connaissances et réduire les dépenses liées au transport. Le Tchad, dans cette nouvelle dynamique de gouverner à la base, devrait intégrer ces nouveaux outils dans les projets et programmes. Ceci afin de recueillir les besoins spécifiques et réels de la population. Cette technologie peut par ailleurs modifier l'administration avec plus de rigueur, de performance et de la rapidité. L'utilisation saine et responsable s'avère capitale pour une jeunesse en quête d'opportunités. Toujours en société, sur l'avenue Jacques Nadingar, située dans le 7e arrondissement de la capitale, la circulation se trouve dans un état préoccupant. Entre chaussées dégradées, nids de poules béants et chantiers suspendus, les usagers subissent au quotidien les conséquences d'une voirie en déliquescence. Voici le constat signé Chanel Alao. Dans la capitale tchadienne, rares sont les routes épargnées par les nids de poules. L'avenue Jacques Nadingar, située dans le 7e arrondissement, illustre avec acuité ce phénomène. Unique voie ralliant divers quartiers de la ville, elle se transforme particulièrement en saison pluvieuse en un véritable parcours d'obstacles. Pour remédier à ces situations préoccupantes, des travaux de réhabilitation avaient été annoncés et entamés par les autorités. Pourtant, sur le terrain, le spectacle est tout autre. Une voie bloquée depuis plus d'une semaine, des engins immobilisés à la manière d'un garage improvisé et aucune activité visible. Résultat, la circulation demeure chaotique, les embouteillages s'aggravent et les accidents se multiplient. Les habitants exaspérés expriment leur désarroi face à cette situation. C'est bon de mener les travaux pour alléger un peu la souffrance des passants ici, des citoyens. Mais en réalité, je pense que la période n'est pas bien choisie. Donc vous voyez que là, tout le monde est obligé d'aller d'un seul côté et ça favorise, ça crée des accidents. Et vous voyez par exemple là où nous sommes sur le domaine privé. Nous nous retrouvons à rouler sur le domaine privé et la déviation n'a pas été bien faite. Parce que là, c'est la saison des pluies, les quartiers sont inondés et tout le monde se retrouve d'un seul côté et finalement, vous voyez tout le désordre que cela crée. Bon,
Je pense que il aurait été mieux de réfléchir autrement ou bien de créer des conditions d'une très bonne déviation au lieu de mettre les gens dans ces conditions-là. Le fait de faire la route, c'est une bonne chose. Mais c'est que là, le travail est mal programmé. Normalement, s'ils veulent travailler, ils doivent avoir tous les matériaux d'avoir avant de travailler. Maintenant, ils ont balayé la route et c'est une seule route là seulement que les gens emportent. Et ce qui fait mal encore, les gens ne descendent pas ici, nous les demandons, c'est là où ici qu'on trouve de l'argent. Mais les gens descendent devant là-bas et ça fait que ça cause beaucoup d'accidents. Tous réclament une reprise urgente des travaux pour fluidifier la circulation et sécuriser les déplacements. Cette attente résonne d'autant plus forte que le président de la République, Mahamat Idriss Déby Itno, avait promis la rénovation de plusieurs axes bitumés de la capitale. Une promesse qui tarde à se concrétiser. Or, rappelle un adage populaire, la route précède le développement. Les lauréats de la deuxième promotion de l'école internationale de formation en santé située au quartier Abena dans le 7e arrondissement ont reçu leur parchemin de fin de formation. C'était ce matin lors d'une cérémonie qui a vu la présence du docteur Manikassi Palouma, fondateur du dit établissement. Le corps enseignant et parents venus pour la circonstance. Roséline Ndikourba nous en dit un peu plus. Sur les 136 candidats inscrits, 113 ont brillamment franchi l'étape de certification, représentant un taux de réussite de 83,09%. Ces nouveaux diplômés répartis dans plusieurs filières de la santé ont reçu leur parchemin sous les applaudissements d'une assistance nombreuse et enthousiaste. Dans son allocution, le directeur général, Dr Manikassi Palouma, a exhorté les enseignants à rester fidèles à l'éthique et à la déontologie de leur noble mission, tout en appelant les lauréats à faire preuve de rigueur et de fermeté dans l'exercice de leur futur métier. Le représentant des enseignants, Dr Rotarum Sylvain, a salué la qualité de la formation dispensée, qualifiant l'École internationale de formation en santé de meilleure institution du domaine au Tchad. Que les enseignants respectent l'éthique et la déontologie, le rapport entre étudiants et enseignants, que ces règles soient respectées, qu'il y voit de la dignité de chacun. Je les félicite et les encourage énormément. Des années de dur labeur, vous voici au terme de vos études. Vous devrez être dur, parce que vous avez travaillé dur. Ça doit être inculpé dans votre cerveau. Le représentant des lauréats, quant à lui, a exprimé la fierté de ses camarades d'avoir franchi une étape décisive, ouvrant la voie à de nouvelles perspectives professionnelles. Le président du comité d'organisation a pour sa part invité les diplômés à cultiver l'esprit de brassage et de solidarité, valeurs indispensables dans le domaine de la santé. Cette école, pour nous enseignants, est l'une des meilleures du pays. Par la mise en œuvre des programmes d'enseignement fournis, mais aussi par la discipline et la ténacité des élèves qui sont à notre charge. Pour nous enseignants, une telle école mérite de multiples encouragements. La cérémonie a également été marquée par l'élection de la Miss 2025-2026 et de ses dauphines. La Miss bénéficie d'une exonération totale de frais de scolarité durant son mandat, tandis que la première et la deuxième dauphine profitent respectivement d'une réduction de 50% et de 25%. Créé donc en 1986, le laboratoire de Walia dans le 9e arrondissement de la capitale constitue un maillon essentiel d'approvisionnement en viande dans la capitale. Depuis un certain temps, des rumeurs et spéculations entourent le fonctionnement, jetant donc le doute sur la qualité de viande proposée aux consommateurs. À notre niveau, on fait l'inspection pour le contrôle d'arrêt alimentaire d'origine animale. On fait l'inspection pour livrer une viande saine
à la population. Sur le plan sanitaire, l'État exerce une vigilance constante. Des vétérinaires suivent de près l'ensemble du processus, depuis l'entrée du bétail jusqu'à la sortie des viandes destinées au marché et différents sites de distribution. De son côté, Madame Mondi Kotmassa, inspectrice à l'aire d'abattage de Walia, ajoute. Comme là, c'est pour assurer la santé déjà, mettre la viande propre à la disposition de la population. Ici, nous avions deux types d'inspections. Nous avions inspection antemortem et nous avions aussi inspection post-mortem. Inspection antemortem, c'est les inspections des animaux sur pied qui se fait dans le parc des stabilisations là-bas. Donc ça se passe dans la soirée, à la veille de l'abattage de l'animal. Et l'inspection post-mortem, c'est l'inspection, ce que nous faisons dedans le matin. Donc nous inspectons la viande, après nous mettons les stampilles et ça sort. Les viandes de mauvaise qualité, nous on les incinère. Il y a un incinérateur, donc quand on fait les saisies, on vient les incinérer. Il est légitime que les consommateurs s'interrogent sur la qualité de la viande qu'ils consomment. Mais il est tout aussi important de rappeler que les procédures appliquées sont clairement définies, ce qui permet de réduire considérablement les doutes et malentendus. Ainsi, loin des rumeurs persistantes, l'aire d'abattage de Walia affirme fonctionner selon des normes de contrôle sanitaire précises. La suite de l'actualité, mesdames et messieurs, l'École nationale de louanges et de la musique Econalom est allée en visite d'excursion au stade Maréchal Mohamed Idriss Déby Itno de Mandiafa ce matin. Cette visite est guidée donc par le président des Chantres Unis du Tchad, Ndje Golkar Armand, et du comité d'organisation. On fait le point avec Ndje Kausom Évariste. Dès leur arrivée au stade Maréchal Idriss Déby Itno, la joie se lit au visage de ses enfants tout en chantant des chœurs. Tout a commencé par la levée des couleurs du drapeau bleu, or, rouge. Pendant 6 jours de formation intense dans les locaux d'Electron Group Média, ces enfants sont outillés dans plusieurs domaines techniques de la musique, tels que technique vocale, piano, guitare, batterie. Aujourd'hui, ces futurs chantres ont mis à profit leur temps pour visiter le prestigieux stade de Mandiafa dans le 7e arrondissement de la capitale. Une visite guidée par le comité de gestion de l'École nationale des louanges et de la musique dans plusieurs salles des sports, à savoir la salle de judo et la salle de lutte traditionnelle pour finir dans la salle de ping-pong. Monsieur Omar Possingar, l'un des membres du comité d'organisation, explique le bien fondé de leur visite. C'est pour qu'ils visitent, c'est-à-dire d'abord les grandes institutions. Naturellement, on voit les enfants regarder les matchs à la télé, mais n'ont pas eu la chance et la grâce de mettre pied dans le stade. Alors que celui-ci s'est dit, c'est le nôtre. Et il va falloir que les enfants visitent pour voir, c'est-à-dire les réalités qui se passent et aussi se détendre. Et donc, vous les voyez tout autour de moi, ils sont vraiment joyeux. Ça leur donne de l'esprit, c'est-à-dire de devenir des sportifs. Parce qu'en regardant, sans pour autant fouler les pieds, ça paraît comme une imagination. Mais quand ils sont sur le stade, c'est beaucoup plus de la réalité pour eux. Pour Omar Possingar, cette visite est initiée dans le but d'amener ses enfants à découvrir ces joyaux. Nous disons merci, c'est-à-dire pour l'effort que la nation a fourni avec ses partenaires pour pouvoir, c'est-à-dire nous construire au moins le stade qui est à la dimension internationale. Les enfants se disent satisfaits de découvrir beaucoup de choses dans ce stade. J'ai vu les salles de boxe, les stades d'entraînement, la salle de musculation. J'ai remarqué qu'il y a des salles de boxe, d'entraînement, d'athlétisme et aussi du foot. Le stade était bien et puis c'est grand, c'est bien aussi. J'encourage l'effort du PDG, Armand Golkar, son staff, M. Aladjef ainsi que ses membres. Avant de quitter ce stade, une prière a été annoncée pour la nation tchadienne par le pasteur Bindé Gabriel. Il est à noter que d'autres visites seront en vue dans différentes grandes institutions de la capitale dans les jours à venir.
Et puis la 31e édition du championnat d'Afrique des Nations de basketball se déroule en Angola. Débutée donc le 12, cette compétition prendra fin le 24 août 2025. Le Mali, le Sénégal, l'Angola et le Cameroun sont en demi-finale. Suivez le commentaire de Madi Josiane. Le Sénégal et le Mali ont confronté leur statut de grands prétendants à l'Afro-Basket 2025 en accédant aux demi-finales mercredi, offrant un duel ouest-africain intense. Le Sénégal a mis fin au parcours du Nigeria en quart de finale avec une victoire solide, 91 paniers contre 75 à Luanda. Porté par une performance exceptionnelle de Brankou Badio, auteur de 32 points, l'équipe sénégalaise a dominé son adversaire dans tous les secteurs clés, notamment au rebond 53 contre 35. De son côté, le Mali a réalisé une performance historique en éliminant la Côte d'Ivoire 102 contre 96 en prolongation, retrouvant les demi-finales pour la première fois depuis 1999. Grâce à un double impressionnant de 35 points et 16 rebonds d'Aliou Diarra, le Mali a su renverser un déficit important au troisième quart-temps, porté ensuite par un tir décisif de Sirima Kanouté en prolongation. Cette victoire souligne la montée en puissance des Aigles et promet une demi-finale très disputée face au Sénégal. L'Angola a su dominer le Cap-Vert ténos sur le score de 90 contre 80 grâce à une performance remarquable de Shield Dundao, provoquant 10 fautes et marquant 18 des 30 points sur la ligne des lancers de francs. De l'autre côté, le Cameroun a infligé une lourde défaite à l'Égypte, 95 contre 68. Profitant d'un départ fulgurant et d'une défense solide, Fabien Ateba a brillé avec 26 points, tandis que Jérémia Hill, de retour de blessure, a apporté 20 points. Cette victoire marque la première présence du Cameroun en demi-finale depuis 2009. Le tournoi se conclura dimanche 24 août avec la finale ainsi que le match pour la troisième place. Ces confrontations promettent un suspense intense alors que les meilleures notions de continent se battent pour le tir tant convoité. L'Afro-Basket 2025, qui se tient en Angola du 12 au 24 août, constitue la 31e édition du championnat masculin africain de basketball et rassemble les 16 meilleures équipes du continent. Madi Josiane, merci. Toujours en sport, le CHAN 2025 au quart de finale. Madagascar a arraché donc sa qualification face au Kenya lors des séances de tirs au but. Dans l'autre rencontre, le Maroc s'est imposé face à la Tanzanie par un score étiqué d'un but à 0 contre 0 en seconde période. Chanel Alao nous fait revivre ces matchs. Le Kenya, pays haute part avec l'avantage du terrain. Vaincu en phase de groupe, 3 victoires et 1 nul, les Harambee Stars se présentaient avec une défense solide avec seulement 2 buts encaissés et une attaque gonflée à bloc avec 8 buts inscrits. Avec 2 victoires, 1 nul et une défaite au premier tour, Madagascar a aussi des arguments pour se hisser en demi-finale. Les Kenyans, qui commencent la rencontre sur un rythme rapide, ont eu la possibilité d'ouvrir le score sur coup franc à peine 3 minutes après le coup d'envoi. Dès le début de la seconde période, Alphonse Omidja ouvre le score de la tête au second poteau en reprenant un coup franc à la 48e minute. Madagascar égalise sur pénalty. Les deux nations qui n'arrivent pas à se départager dans les temps impartis filent en prolongation. Contre toute attente, Madagascar arrache sa qualification. Madagascar fera face au prochain match, soit à l'Algérie ou au Soudan, qui s'affrontent ce samedi. La Tanzanie, qui a marqué ce CHAN 2025 en terminant en tête du groupe B, avait une nouvelle marche à franchir face au Maroc et son expérience continentale avec le soutien des supporters comme un carburant. Les Tanzaniens, malheureusement, ne continueront pas la compétition. À suivre ce soir, Ouganda-Sénégal, 17h et Soudan-Algérie, 20h, heure de N'Djamena. Avant de terminer cette édition, mesdames et messieurs, retrouvons Diana Nepidimbaï pour le rétroactu de la semaine.
La 9e édition de la conférence internationale de Tokyo sur le développement de l'Afrique qui s'est tenue du 20 au 22 août 2025 est portée sur le développement humain durable, la paix et la stabilité, ainsi que la transformation économique verte et numérique. La proposition d'une zone économique englobant la région de l'océan Indien et l'Afrique était au menu des débats. Aussi, le Japon veut faciliter la numérisation de l'Afrique. Il introduira les cours d'intelligence artificielle dans les universités africaines. L'Organisation des Nations Unies a annoncé la nomination de Mahamat Saleh Anadif, ancien ministre des Affaires étrangères du Tchad, hier comme membre du panel de haut niveau sur l'examen des objectifs de développement durable. Il y siège au titre de l'Union africaine qu'il a désigné pour représenter le continent dans ce mécanisme stratégique. Anadif apportera son expertise à l'évaluation et l'accélération de la mise en œuvre de l'agenda 2030. C'est la durée autorisée de leur séjour. Pour finir, l'agenda d'administration des zones économiques spéciales du Tchad et le Fonds de solidarité africain ont conclu ce mercredi 20 août 2025 à Niamey un accord cadre de partenariat stratégique. Cette coopération s'inscrit pleinement dans la dynamique du plan national de développement Tchad Connexion 2030. Ainsi, cet accord ouvre la voie à un partenariat orienté vers l'action et les résultats avec pour ambition d'intégrer le Tchad dans la dynamique de la ZLECAf et des grands marchés régionaux. Et c'est la fin de cette édition, mesdames et messieurs. Merci de nous avoir suivis. Merci pour votre fidélité, de nous suivre sur la chaîne citoyenne. Au revoir et à demain.